Bonjour à vous quatre. Bienvenue à votre tour au forum de printemps d'ICF. Vos responsabilités, les types d'entreprises dans lesquelles vous les exercez et les secteurs dans lesquels ils s'appliquent nous offrent de fait une riche palette sur l'intelligence artificielle. Une palette de perspectives, d'opinions et de questions. D'abord, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Vous vous êtes rendu disponible pour nous, vous avez bloqué une matinée pour nous et on sait que vous avez beaucoup de choses à faire. Et merci beaucoup aussi d'accepter et de contribuer à nourrir notre réflexion. À votre tour, je vais simplement vous présenter Aude déjà. Aude Winsrich, vous dirigez le pôle intelligence artificielle d'EDF qui a été créé en 2017. Et à ce titre, vous êtes en charge d'accompagner les métiers du groupe EDF dans leurs projets d'IA, du cadrage de leurs besoins jusqu'à la mise en œuvre. Au sein de la Task Force IA qu'EDF a conduite en 2017, vous avez piloté le groupe de travail portant sur les impacts humains de l'intelligence artificielle. Vous nous expliquerez ce qu'ils sont. Bernard Georges, vous êtes responsable de la prospective stratégique au sein de la direction des ressources et de l'innovation du groupe Société Générale. En tant que prospectiviste, vous vous intéressez aux innovations de rupture. Alors, je pense qu'on a compris que c'en était une, celle-là. Vous avez ainsi réalisé des travaux sur l'intelligence artificielle et ses conséquences. Ceux-ci ont débouché sur une vaste campagne de sensibilisation sur l'IA, tant au sein du groupe Société Générale qu'en externe. Vous nous en parlerez. Pascale Maginot, vous êtes directrice des ressources humaines de la direction Nord d'Orange, soit de 5000 employés. Vous êtes membre de l'Institut du mieux vivre en entreprise. Vous partagez vos expériences avec d'autres DRH pour développer la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Vous accompagnez la transformation au sein d'Orange depuis de nombreuses années et votre point de vue de professionnel des ressources humaines nous intéresse beaucoup. Isabelle Galli, vous êtes juriste, spécialiste des écosystèmes numériques et de la transformation. Vous enseignez le droit des technologies innovantes, c'est-à-dire numérique, IoT, alors je vais expliquer ce que c'est, Internet des objets, et IA, en particulier à la Sorbonne. Vous êtes membre fondatrice du Hub France Intelligence Artificielle qui, rappelons-le, rassemble depuis 2017, décembre 2017, des grandes entreprises françaises ainsi que des chercheurs, des penseurs, des entrepreneurs afin de promouvoir l'intelligence artificielle en France. Vous y côtoyez d'ailleurs Bernard Georges. Isabelle Galli, vous vous intéressez tout particulièrement à l'impact sociétal et humain de l'intelligence artificielle. Alors, Jean-Michel Beignet nous a donné un cadrage sémantique de l'intelligence artificielle. Votre cadrage nous intéresse aussi beaucoup. Je vais commencer par vous, Aude Winsrich. Vous avez une définition de l'IA que vous qualifiez de pragmatique. Quelle est cette définition ? Alors oui, tout à fait. En fait, on a monté donc le pôle intelligence artificielle d'EDF en avril 2017, donc ça fait à peine un an. Et quand on a monté ce pôle, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? On a commencé à se renseigner et on a vu, comme le rappelait tout à l'heure donc M. Beignet dans sa première conférence, qu'en fait, il y avait plein de définitions qui existaient. Nous, il faut voir qu'on est une entité qui est extrêmement opérationnelle, puisque notre but, c'est vraiment de mettre en place des projets pour nos métiers. Donc soit on passait énormément de temps à chercher une définition, soit en fait on prenait une définition qui était extrêmement pragmatique. C'est ce qu'on a choisi pour pouvoir gagner du temps. Donc ce qu'on s'est dit, c'est finalement tous les outils qu'on va considérer comme étant de l'intelligence artificielle, ce sont les outils en fait qui vont nous permettre de simuler une partie de l'intelligence humaine. Et là on est parti sur 4 domaines principaux. Un outil qui pourrait donner une idée de la perception, c'est-à-dire un outil qui va faire comme l'humain, qui pourrait voir, en fait, entendre, etc. Des outils en fait, qui pourraient être sur la partie raisonnement, comme le ferait un humain. Des outils qui vont être sur la partie compréhension du langage naturel. Donc là, on est vraiment sur l'interface homme-machine. Comment est-ce que je fais pour parler à mon outil ? Donc ça va être des outils en fait, qui vont tout à fait comprendre la langue naturelle.
Et puis derrière tout ça, en fait, il y a tous les outils qui vont embarquer l'apprentissage. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment le panel de tous ces outils qui vont avoir à minima un de ces 4 domaines. Et très souvent, il y a de l'apprentissage derrière. Merci. Pour vous, Pascal, l'IA, c'est quoi ? L'IA aujourd'hui, dans nos métiers, c'est essentiellement le big data, les données de toutes sortes. On l'a dit, la voix, l'image, l'écrit. Et aussi, je pense que c'est l'automatisation, la robotisation, derrière l'intelligence artificielle. Voilà ce que je mets. D'accord. Bernard, Georges, je sais que vous attachez beaucoup d'importance aussi, comme Jean-Michel Beignet, à la sémantique quand il s'agit d'intelligence artificielle. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est si important. Alors je crois qu'il est important de pouvoir répondre de façon très concrète, pragmatique aux attentes des collaborateurs qui s'interrogent effectivement autour de ces différents vocables. On parle de connaissance, d'intelligence, de conscience. Alors, de façon très, très concrète, et on le fait à la fois dans un cadre professionnel, au niveau du CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, et au niveau de la Banque de France, puisque je travaille dans une banque, on essaie de mettre en avant un certain nombre de concepts en les organisant de façon un petit peu structurée autour d'une notion de pyramide cognitive, un peu à l'image d'une pyramide de Maslow. Alors, j'ai promis d'être très très rapide, donc je vais vous le dire en quelques mots. L'idée, c'est de remettre en perspective les notions de données, d'information, de connaissance, d'intelligence et de conscience au travers du sens commun, finalement. La donnée, on sait tous ce que c'est. Une donnée, c'est une représentation conventionnelle de quelque chose, à base de signes. En gros, en informatique, c'est une succession de 0 et de 1. La donnée, ça permet de quoi faire ? Ça permet de figurer quelque chose. Au-dessus de la donnée, on trouve la notion d'information. Alors, je ne vous apprends rien. Une information, c'est une donnée signifiante. Ça veut dire que quelque chose, une métadonnée, va nous dire par exemple que 3,1459, c'est la valeur approximative du nombre pi. Avec l'information, on est capable de modéliser et de prévoir. On est dans le domaine des systèmes d'information, en anglais ce qu'on appelle le machine processing. On monte d'un cran sur la pyramide, on arrive à la notion de connaissance. Alors, connaissance de premier niveau par différence avec une connaissance de deuxième niveau que j'évoquerai très vite. Avoir appris quelque chose, avoir connaissance de quelque chose, c'est avoir mémorisé une corrélation d'informations, quelle que soit la nature de cette corrélation, qu'il y ait ou non rapport de causalité. La connaissance, ça permet tout simplement d'ouvrir la capacité de prédiction, extrapoler le passé, le présent vers le futur. Là, on est dans le domaine des systèmes d'apprentissage, ce qu'on appelle en anglais le machine learning, et on s'appuie sur des bases de données géantes, ce qu'on appelle le big data, qu'on associe à des traitements mathématiques statistiques qui permettent de faire émerger des corrélations implicites entre les données, ce qu'on appelle les analytics en anglais. Si on monte encore d'un niveau sur la pyramide, on arrive à l'intelligence. Alors je pense que chacun d'entre nous perçoit de façon intuitive une différence importante entre la connaissance et l'intelligence. Concrètement, un parent ou un professeur qui s'adresse à un enfant peut lui dire, pour tester son niveau de connaissance, il va lui dire « trouve la bonne réponse ». En revanche, si ce parent ou ce professeur cherche à stimuler l'intelligence de l'enfant, il lui dira sans doute « pose-toi la bonne question ». C'est cela l'intelligence. C'est la capacité à prospecter et la capacité à abstraire. C'est la capacité à se poser les bonnes questions. Et il faut terminer la phrase « bonne » du point de vue de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à ses intérêts dans son propre système de valeurs. Et ce que je viens d'énoncer, c'est tout simplement la définition de l'empathie cognitive, prospective, celle qui s'interroge constamment en disant « et si, et si, et si ». Donc on est ici dans la faculté non pas d'apprendre, ça c'est la connaissance, mais de comprendre, qui est la marque de l'intelligence, et la capacité de compréhension qui permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement. On est ici dans le domaine de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, en anglais c'est le machine reasoning, qui combine des algorithmes exploratoires avec des algorithmes d'apprentissage profond tels que le deep learning. Jean-Michel Beignet en a parlé tout à l'heure. Dernier niveau, même s'il est encore très lointain dans la perspective, c'est évidemment la conscience qu'il faut appréhender de manière quasiment philosophique. La conscience, c'est la faculté de penser, qui est elle-même constituée de la faculté de ressentir, qui est évoquée dans une question, faculté de ressentir qui ouvre la voie à la faculté de subjectiver. Alors, ressentir, on le sait, c'est pouvoir ressentir
au travers des interactions développées avec les autres, au travers des émotions développées dans ces interactions, émotions intériorisées, stabilisées sous forme de sentiments, et par-dessus lesquelles on construit un système de pensée. Et puis, la conscience est aussi la faculté de subjectiver, de faire sujet, c'est-à-dire c'est ce double mouvement de différenciation, d'individuation, qui permet pour une entité donnée de se constituer à la fois comme étant différente des entités de son environnement, et d'autre part à se constituer elle-même comme sujet et objet au sens philosophique, sujet qui se dédouble et s'observe, comme l'écrit Berthier Rimbaud, « je est un autre ». Donc, pour terminer, la conscience, elle est associée évidemment à une capacité d'introspection qui est associée à des concepts comme la connaissance, cette fois-ci une connaissance de deuxième niveau, c'est-à-dire la sublimation des savoirs, tel que l'exprime par exemple Edgar Morin. C'est associé aussi à la sagesse qui est une connaissance juste des choses, ce qui implique une notion d'éthique, ou encore l'altruisme, qui, à l'exception de l'empathie cognitive, prospective, qui peut se contenter de l'intelligence, l'altruisme qui implique la présence de la conscience, au sens où la présence du sujet est requise. C'est le cas pour l'empathie émotionnelle, affective, c'est le cas pour la sympathie ou encore la faculté de compassion. Merci. Alors Isabelle Galli, de votre point de vue de juriste, il n'y aurait pas de définition de l'intelligence artificielle. Vous piquez ma curiosité, notre curiosité. En effet, on n'a pas aucun texte qui nous définit ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc à partir de là, un juriste ne peut pas dire qu'il y a de définition de l'intelligence artificielle. Et puis quand on écoute tous les experts de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il n'y a pas encore une acceptation commune de ce qu'elle peut être. Donc en droit, nous connaissons différents droits. Nous connaissons le droit des algorithmes, nous connaissons le droit des bases de données, nous connaissons le droit d'auteur appliqué à la société d'information, nous connaissons les accès illicites au traitement informatisé de données. Nous connaissons, comme ça, nous avons réussi à développer un cadre juridique sur des aspects qui composent les technologies actuelles de l'intelligence artificielle, mais en aucun cas, nous avons une définition globale. Or, en l'absence de définition globale, il est difficile de définir un cadre juridique global qui serait à même d'appréhender tous les enjeux et toutes les sources potentielles, soit de profit, soit de conflit, que peut être l'intelligence artificielle. Donc, de ce fait-là, c'est à propos qu'on peut entendre des propos comme ceux qui ont été tenus par Jean-Michel Beignet sur l'anxiété que peut développer l'introduction des intelligences artificielles parce qu'on ne connaît pas très bien les remparts et les safety. Oui, ça répond en partie à la question qui était posée tout à l'heure sur la gouvernance aussi. Et je suis comme les mathématiciens issus d'une école de la logique, qui est la faculté de droit. La faculté de droit est une école de la logique où l'émotion doit être bannie. Nous sommes là pour étudier objectivement des cas, pour qualifier des situations et leur appliquer des solutions juridiques. Donc, on est en concurrence, et c'est nouveau pour nous, avec les informaticiens. C'est Laurence Lessig qui l'avait dit, « The code is law », il l'a dit il y a plus de 20 ans, mais c'est devenu d'autant plus évident et prégnant avec l'intelligence artificielle qui se met à faire des décisions dites plus rationnelles. Qu'est-ce que la rationalité? Là encore, le droit ne l'a pas défini. Merci. Alors, ce cadrage, pour vous entendre vos cadrages, qui recoupent, on entend des choses, des fils, il y a quand même beaucoup de thématiques qui réapparaissent. Ceci étant fait, et ce qui me semblait important, j'aimerais, pour le nombre de béotiens que nous sommes dans cette salle, et je pense que je ne suis pas la seule, à avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans vos entreprises, pour les 3 qui travaillent directement dans des entreprises, et pour vous, Isabelle, ce qu'elle est comme objet d'étude. Alors, je vais commencer par Pascal. Pascal Maginot, chez Orange, l'intelligence artificielle s'applique aujourd'hui à plusieurs domaines. Est-ce que vous pouvez brièvement nous les identifier ? Alors moi, je vais parler dans le domaine RH, puisque j'interviens comme praticien des RH. Et aujourd'hui, on réfléchit sur le parcours salarié et en quoi l'intelligence artificielle peut aider les RH, les managers à offrir un meilleur service à nos salariés.
Et c'est aussi offrir à nos salariés donc, une expérience salariée augmentée. Hein. Donc on en a parlé tout à l'heure aussi. Je pense que là aussi, il y a une question d'intention. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est offrir à nos salariés la même expérience qu'on veut offrir à nos clients. C'est la symétrie des attentions. Je pense que vous connaissez tous. Et ça, je pense que c'est extrêmement important en se disant chaque client est unique, mais chaque salarié est unique. Alors, par exemple, pour donner des exemples sur ce à quoi on réfléchit ou qu'on fait déjà aujourd'hui en utilisant donc les données, c'est par exemple si on veut rechercher dans l'entreprise un profil stratégique. Ça, c'est le rêve de tout manager. Et donc, on va interroger des salariés. Donc maintenant, avec les outils digitaux, ça permet de cibler très large, d'aller poser des questions aux salariés et puis en dire écoutez, voilà, nous on recherche par exemple un responsable relations sociales et on va poser des questions sur les compétences, sur les différentes pratiques. Et on va identifier des profils, par exemple profil organisateur, profil négociateur, et ça va nous permettre de construire une base de profils et de salariés, donc identifiés, parce qu'ils auront répondu au questionnaire, de façon à avoir des personnes qui ont des profils adaptés et qui ont envie de venir. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple, puisque je suis avec des coachs, c'est tout ce qui concerne les assessments. On a des réflexions sur... ça existe déjà. Je veux dire, poser des questionnaires en ligne sur des profils managériaux qui sont ensuite analysés par un RH et puis étudiés avec un coach, travailler avec un coach. C'est quelque chose qui existe. Donc, et qui est amené aussi à se développer. La question aujourd'hui, c'est de dire est-ce que je le fais avec une intervention humaine ou est-ce que je considère que je vais pouvoir avoir un coach virtuel ou une analyse par un RH, mais avec un assistant virtuel qui me donnera la réponse à toutes les questions. Voilà, ça. Merci beaucoup. Alors, Aude, on va passer chez EDF après Orange. Vous nous disiez dans la présentation, quand je vous ai présenté, je disais que vous êtes en charge, vous, de l'IA, ce en quoi l'IA s'applique à des liens avec les métiers du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ? Alors nous, en fait, on est positionné au niveau de l'opératorité du groupe EDF. Donc on n'est pas du tout, mon pôle, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui. J'étais toute seule l'année dernière. Aujourd'hui, on est 20 personnes. Et on pilote plus de 20 projets pour tous les métiers du groupe. Donc notre positionnement, c'est celui que je vais vous présenter là. En fait, on n'est pas du tout orienté client. Ça, c'est la direction commerce avec laquelle on travaille pour se passer les bonnes pratiques, les startups avec lesquelles on peut travailler, les domaines sur lesquels on va travailler. Mais moi, je ne peux pas vous parler aujourd'hui en fait, de tout ce qui est fait côté client. Je peux vraiment vous parler plutôt de ce que nous, on fait en tant qu'opératorité pour les différents métiers du groupe. Donc on va être plus sur de l'efficacité opérationnelle, sur de l'expertise augmentée, sur du salarié augmenté. Donc là, on a plusieurs domaines d'intervention. En un an, en fait, honnêtement, on ne savait pas du tout que ça allait se développer aussi vite. Moi, mes objectifs, parce qu'on a des entretiens annuels donc tous les ans, mes objectifs pour cette année, c'était de lancer 3 projets. On en a plus de 20. Ça a complètement explosé. On pensait recruter 1 personne. On a recruté 6 personnes. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur que ça a pris. Donc on va avoir des projets très, très opérationnels. Cette année, on a mis en place, par exemple, 12 assistants virtuels, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de chatbot. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir, en fait, au niveau de n'importe quel type de métier du groupe, surtout en charge du support. Ça va permettre de décharger les salariés qui font du support. Donc du support sur tout type de domaine, que ce soit du support RH, du support IT, du support, on a même du support côté nucléaire. Voilà, on a vraiment tout type de support. C'était des gens qui passaient une grosse partie de leur journée à répondre au téléphone, à traiter des mails pour donner une information à un autre salarié. Finalement, ils nous ont dit, ça, ce sont des tâches sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée, parce qu'en fait, ces infos-là, elles existent déjà dans des bases. C'est juste que les gens, aujourd'hui, ils ont quand même la flemme d'aller les chercher. Et du coup, ils passaient vraiment un temps fou à chaque fois faire des copier-coller de mails, etc. On a même mis en place un chatbot juridique. Les juristes nous ont dit,
On en a assez de répondre toujours aux mêmes questions. Donc tout ce qui est vraiment à forte valeur ajoutée, on va le garder. Mais du coup, tout ce qui est très simple à répondre, on va pouvoir le mettre en place. Donc ça, c'est vraiment la partie assistant virtuel. De la même façon, on a mis en place un outil pour faire du traitement intelligent de mail. On avait des équipes qui géraient la relation avec nos fournisseurs d'EDF. Et ils avaient comme travail, en fait, une grande partie de leur travail, alors que ce sont des comptables, c'était juste de récupérer les mails et de les router à la bonne personne en interne de l'entreprise. Alors déjà, eux, ils devenaient fous. Et en plus, ils nous disaient, on n'a aucune valeur ajoutée en tant que comptable pour faire ça. Donc là, on leur a mis un outil en place qui arrive à router à peu près 95% de mails correctement. Donc c'est énorme. Ouais. C'est vraiment eux qui étaient à la base, en fait, pour pouvoir construire les connaissances métiers et indiquer à l'outil comment router. Donc ça a été un gros travail côté métier pour donner en fait sa connaissance à l'outil, pour pouvoir le mettre en place. Et aujourd'hui, ils sont hyper satisfaits parce que ça leur permet de se reconcentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et pour certains même de faire complètement autre chose et de partir sur une reconversion professionnelle. On a également en fait beaucoup d'outils autour de tout ce qu'on appelle le traitement des données textuelles. Donc là, on va être sur la recherche intelligente d'information, la classification d'informations. Là, on est sur des métiers qui ont des très très gros volumes de textes à traiter. Parce que chez EDF, on aime bien écrire plein de comptes rendus, plein de documents, etc. Et en fait, on se retrouve avec des masses de données textuelles à traiter. Et honnêtement, aujourd'hui, l'humain ne peut pas traiter tout ça. Donc on a des cas très concrets, par exemple, pour des ingénieurs nucléaires qui nous disent on a une base avec 9500 rapports sur un domaine en particulier, on ne peut pas trop ébruiter. Ils nous disent quand il se passe quelque chose, on doit aller rechercher finalement les rapports qui traitent à peu près du même sujet. Il y en a 9500, ils ne peuvent pas parcourir toute la base et regarder. Donc là, on a mis en place un réseau de neurones, pour employer des gros mots, qui va en fait faire de la recherche par similarité. Donc on l'a énormément entraîné avant. Et ça va ramener en fait à cet expert les 10 rapports qui semblent les plus proches de ce qu'il était en train de traiter. Et là, il gagne un temps fou. Et puis on a également du traitement de l'image, où là, on va aider nos experts, notamment sur les barrages, à mesurer le niveau d'eau. Donc, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui se déplace sur le barrage pour vérifier que le niveau d'eau, c'est bien le même que ce que renvoie la caméra, parce que parfois, le capteur, en fait, il peut bouger un petit peu dans le temps. Là, en fait, c'est directement une IA qui arrive à détecter, en fonction des données précédentes, de ce qui s'est passé avant, à quel moment le niveau d'eau le capteur est en train de dévier. Et puis, dernier point qu'on met en place, c'est sur tout ce qui est robotique. Donc, robotique, on a mis en place des robots sociaux. Donc, c'est des petits robots un peu sympas qui permettent de faire du lien entre les gens. Ils font des quiz. Ils nous font aussi un appui pour tout ce qui est les quarts d'heure santé-sécurité, de la prévention, etc. Et puis, on a des robots vraiment industriels qui nous permettent d'aller ausculter, par exemple, nos grandes cheminées là, que vous pouvez voir parfois, quand on est sur le bord de l'autoroute, là, ça s'appelle des aéroréfrigérants. Aujourd'hui, il y avait quand même des gens avec une corde qui allaient grimper. Aujourd'hui, on envoie un robot qui peut faire ça à leur place. Et au niveau de l'humain, c'est génial parce qu'on enlève et de la pénibilité et de la dangerosité. Bon. Oui, on ouvre à peine la boîte de Pandore, là. Hein. Qu'est-ce qui s'en fait des choses avec l'intelligence artificielle, déjà? Alors, les banques ont été très précurseurs en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Brièvement, quels sont les domaines d'application actuels de l'IA? On ne peut pas forcément tous les citer peut-être, mais quelques-uns. Alors, en réalité, on fait très très peu d'intelligence artificielle telle que j'ai défini tout à l'heure. On fait essentiellement aujourd'hui ce qu'on appelle du big data. Du big data. Ce qui est quand même déjà très intéressant par rapport à ce qu'on n'était pas capable de faire avant. En gros, pour le dire très vite, il y a deux grands domaines. Le domaine de la relation client, et donc là on voit très vite que dans la banque de détail, par exemple, on peut développer de tels outils qui permettent de faciliter la gestion des opérations, tant pour les conseillers clientèle que pour les clients eux-mêmes. Donc des outils qu'on appelle donc des assistants bancaires sous une forme conversationnelle ou non, donc chatbot ou pas chatbot. Dans la banque de financement et d'investissement, il y a depuis quelques années le développement de ce qu'on appelle des robots advisors qui permettent pour les analystes de prendre connaissance, je dirais, beaucoup plus rapidement qu'avant, des dossiers particulièrement complexes. Et puis en dehors de la relation client, ou en tout cas, disons plus sous un angle de l'efficacité opérationnelle, on a tout ce qui touche au KYC, donc à la connaissance du client, et puis tout ce qui touche à la maîtrise au pilotage des processus internes. Donc on peut penser notamment à l'évaluation des risques, puisqu'on est capable de gagner en vitesse et en précision dans l'évaluation des risques qui, aujourd'hui, on le sait, dans le monde de la finance, nécessitent d'avoir une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte et multicritère. Maintenant, si on veut vraiment passer au domaine de l'intelligence artificielle, tel que j'ai pu l'énoncer, il s'agit vraiment de faire comprendre, avant même de parler
d'organisation ou d'informatique ce qu'est et ce qu'implique l'intelligence artificielle du point de vue des métiers et des modèles d'affaires. Alors, je vais prendre un exemple, et on pourrait les multiplier à l'infini, qui n'a pas de rapport immédiat avec la banque, enfin pas de rapport du tout même, mais qu'on a tous en tête, c'est l'exemple du métier de chauffeur de taxi. Alors, essayons de nous souvenir. Il y a 30 ans, par exemple, un bon chauffeur de taxi était capable de mémoriser toutes les rues d'une ville, de Paris par exemple, connaissait par cœur tous les sens interdits et donc pouvait nous conduire d'un point à l'autre en optimisant le temps ou la distance de parcours. Donc, autrement dit, le bon chauffeur de taxi maîtrisait parfaitement la data. Aujourd'hui, on en fait tous l'expérience. Les chauffeurs de taxi ou de VTC connaissent à peine les rues qu'ils empruntent. Et au fond, ce n'est pas un problème, puisqu'il existe des applications GPS sur smartphone qui les guident parfaitement pour aller d'un point à l'autre. Donc le bon chauffeur aujourd'hui n'a plus besoin de maîtriser parfaitement la data, puisque ce qui compte désormais pour le client, c'est la qualité de son expérience de vie, lors non plus d'un simple transport, mais de quelque chose qui s'apparente davantage à un voyage, avec toutes les émotions et les ressentis associés. Alors, peut-on dire encore que la data est importante? Oui, évidemment, au sens où elle est nécessaire pour que le GPS fonctionne. Mais non dans le sens où la data n'est plus à elle seule différenciante dans l'expérience de vie, et non dans le sens où le service intelligent, agréable et utile, construit par-dessus la data, devient l'élément prépondérant. Alors pourquoi aborder... Il faudrait conclure. Pourquoi aborder, je vais le faire en 30 secondes comme Jean-Michel Beignet, pourquoi aborder donc cette question de la relation entre les données et les services? Eh bien parce qu'en France et en Europe, probablement, on souligne relativement peu ce qui caractérise un service intelligent et ce qui fait qu'un algorithme présente des caractéristiques qui sont réellement de l'ordre de l'intelligence, à la différence sans doute de la Chine et des États-Unis qui sont un petit peu plus en avance. Donc pour le dire très très vite, si vous me laissez encore 30 secondes, pourquoi insister sur les caractéristiques propres à l'intelligence? Eh bien tout simplement parce que l'intelligence artificielle obligera bientôt les entreprises, comme on dit, à faire totalement pivoter la relation. Aujourd'hui, les entreprises font, comme on dit, du push product. Elles accumulent de l'information grâce au système de big data pour pousser le bon produit au bon moment, au meilleur prix. Bon, c'est mieux que de ne rien faire du tout, on est bien d'accord. Mais dans quelques années, la plupart des clients seront équipés, grâce aux géants du web, de leurs propres intelligences artificielles, qui leur diront s'ils ont raison ou non d'être clients de telle ou telle entreprise et d'acheter ses produits. Et dès lors, chaque entreprise devra se demander ce qui fera que ses clients voudront bien, à l'avenir, continuer de sélectionner l'entreprise comme un interlocuteur de confiance et de valeur. Et en conséquence, la capacité de chaque entreprise à rendre son système d'information empathique, autrement dit à se poser les bonnes questions du point de vue de ses clients, bref, à faire, comme on dit, du pool client, va devenir un élément prépondérant de sa capacité de survie. Merci. Alors Isabelle, vous avez une approche plus distanciée par rapport au monde de l'entreprise, plus transverse. Très brièvement, parce que je pense que ça recoupe un peu la question que j'avais pour la suite, c'est qu'est-ce qui vous semble, vous, vos domaines d'application, de recherche actuels au sein de l'IA, de votre point de vue? Je pars toujours de l'objet juridique. Il y a 25 ans, 26 ans de ça, est apparue une révolution technologique qui est l'Internet. Cette révolution technologique nous a énormément transformé la manière de vivre il y a 25 ans et la manière de vivre aujourd'hui, la manière de partager, d'entrer en relation avec les autres a été profondément transformée. Le parcours paraît évident maintenant, mais il n'a pas été si simple. Ça a été d'abord un gros échec, l'Internet. C'était quelque chose dont les gens n'allaient pas, où les contenus n'existaient pas. Et c'est donc il y a eu une longue période où, malgré l'argent, puisque on est souvent drivé par les investissements, malgré des investissements massifs dans cette technologie extrêmement prometteuse, on n'avait pas une adoption qui était faite de la technologie par la population. Et puis, au fur et à mesure, et notamment avec le Web 2.0, c'est-à-dire que le web social, ça s'est propagé et ça nous a complètement transformés. Ça nous a tellement transformés d'ailleurs, c'est que désormais, on est dans un nouveau monde où il n'y a plus de top-down, il n'y a plus les sachants
ceux qui nous informent, ceux qui nous gouvernent et nous. On est dans une sorte de monde diffus, permanent, où la rumeur, l'avis, la recommandation est plus importante que l'information officielle. Et dans ce monde nouveau, arrive une nouvelle révolution, qui est la révolution de l'intelligence artificielle, qui va modifier autre chose encore, c'est la décision. Qui va prendre la décision? Parce que ces systèmes informant qui deviennent intelligents sont là pour prendre des décisions à notre place. Et ces décisions qu'elles prennent à notre place, on a une culture technologique, on nous l'a rappelé tout à l'heure, qui nous font croire qu'il y a une forme de neutralité de la technologie, qu'il y a une forme de capacité de la technologie à être beaucoup plus objective que nous sommes, puisqu'elles sont basées sur des données. Les données, c'est objectif. Mais non, loin de là. Les données peuvent être tronquées, les données peuvent être biaisées, et surtout les données sont ce qu'elles sont. Donc, elles sont sujettes à interprétation. Donc, on se retrouve avec cette nouvelle révolution sur un terrain qui est déjà un peu mou, qui est cette révolution Internet que nous n'avons pas encore digérée. Donc, on a du mal à mesurer l'impact, on a du mal à mesurer, par exemple, une application toute simple, parce que nous faisons de l'intelligence artificielle au quotidien avec nos téléphones portables. Et Bernard a très bien répondu sur les taxis. Les taxis, par exemple, utilisent des GPS et des outils de navigation. Un Waze va complètement transformer l'urbanisation d'une ville, va transformer les axes routiers, et sans même qu'une politique de circulation puisse être définie par la ville, et même à contrario de la politique. C'est-à-dire que les collectivités aujourd'hui doivent négocier avec des acteurs qui utilisent des outils intelligents pour pouvoir avoir encore une décision politique. Et ça c'est une question qui est très peu posée par le solutionnisme technologique. C'est très, très intéressant. Alors, je voulais peut-être justement vous demander à chacun d'entre vous de nous dire, de partager avec nous, quelle est peut-être la question pour vous la plus pressante? C'est quoi? Ah oui, avance, dis quoi. Quelle est pour vous, Isabelle, par exemple, dans tout ce contexte-là, quelle vous semble être la question la plus pressante? Je vous demanderai d'être un peu bref, un peu synthétique tous dans vos réponses, parce qu'on a encore d'autres questions et après on va passer à celles des gens, du public. Donc c'est quoi pour vous ce qui est vraiment le plus pressant? Peut-on avoir... Pour moi, la question la plus pressante, c'est la confiance que l'on peut avoir dans l'intelligence artificielle. Et je ne parle pas d'une intelligence artificielle forte, qui est encore de l'ordre des cartons de la recherche et qui n'a pas d'application immédiate. Et dont on peut débattre, c'est passionnant. Mais vraiment, au quotidien, on est là, on confie de plus en plus nos décisions, on externalise de plus en plus nos process de décision. Pourquoi faisons-nous confiance aveuglément à ce que nous dit? Moi, ça m'arrive de ne pas retrouver chez moi parce que j'ai suivi mon téléphone. Donc, voilà. C'est un bon exemple. Bernard Georges, la question qui vous taraude. Alors, je pense que l'un des points, c'est vraiment la question de la conduite du changement. Je m'adresse un peu ça. Je pense à un auditoire qui est très sensible à ça. Nous avons débuté à la Société Générale notre réflexion sur l'intelligence artificielle il y a environ 4 ans. Et nous avons conscience que cette réflexion doit s'inscrire sur le moyen et le long terme. Et nous avons conscience aussi que nous devons nous appuyer sur les collaborateurs en tant que vecteurs de changement, en les associant directement aux réflexions sur l'intelligence artificielle et ses conséquences. Alors juste pour illustrer ça, j'ai en fait initié des travaux sur l'intelligence artificielle il y a 4 ans. Et à l'issue de ces travaux, nous avons décidé avec mon équipe d'en partager largement les résultats. Nous avons alors monté une présentation que nous avons diffusée très largement, au total, en 3 ans, à plus de 10 000 personnes, dont 2 000 à l'extérieur de la banque, comme vous l'avez indiqué, dans différentes entreprises ou différentes écoles. Alors, cette présentation comportait 2 parties. Un exposé suivi d'un débat. L'exposé visait à faire comprendre que l'intelligence artificielle, c'est désormais une réalité, qu'elle constitue effectivement une approche révolutionnaire, qu'elle produit et produira des résultats tangibles et que de nombreuses réflexions s'imposent, notamment d'ordre éthique. Et puis en seconde partie, on abordait des sujets comme les questions de la peur, de l'adaptation, de l'inclusion, les différences entre connaissance, intelligence et conscience artificielle, que j'évoquais tout à l'heure, les liens entre intelligence artificielle et transhumanisme, ce n'est pas la même chose, mais il y a des connexions qu'il faut établir, la question du travail
et des nouveaux modèles de société induits par l'intelligence artificielle. Et puis, je dirais, un rappel philosophique à la raison, aux valeurs de l'humanisme, si nous voulons, en tant que collectivité, conserver nos points de repère. Merci, bravo. Alors, c'est intéressant parce que... Pardon, je vous ai interrompu ? C'est intéressant parce que je pense que, si vous permettez, pour rester un peu dans notre timing, parce que ça recoupe un peu ce qui me semble être aussi un de vos intérêts, Pascal. Vous pouvez prendre la suite là-dessus. Pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous questionne justement particulièrement ? Je dirais qu'aujourd'hui, l'avenir de l'intelligence artificielle pose des questions sur l'utilisation qu'on en fera. C'est-à-dire que est-ce qu'on va dépendre du choix qui a été fait par les algorithmes ou est-ce qu'on va garder son libre arbitre par rapport au choix qu'on fait aujourd'hui. Donc, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que on a toujours le choix et on est même la somme de ses choix. Aujourd'hui, qui fera le choix ? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la machine ? Donc, dans la façon dont on conçoit aussi les algorithmes, eh bien, on peut induire des réponses. Par exemple, si on prend, alors je vais sortir de l'entreprise, si on prend Amazon ou Netflix, vous savez, quand vous avez fait votre choix, ils vous proposent autre chose, ils vous recommandent ce que les autres utilisateurs ont choisi. Donc déjà, il prend une option et il vous fait prendre un chemin. Donc, mais est-ce que ce chemin, c'est celui qu'il faut prendre et dans l'entreprise, c'est la même chose. Je pense qu'en tant que coach, on a aujourd'hui déjà des profils managériaux. Je vous parlais des assessments. Après, si on multiplie ce genre d'outils, dans le choix aussi, par exemple, des profils dont je vous parlais tout à l'heure, dans le choix des compétences, est-ce qu'on va l'utiliser pour aller chercher les meilleurs ? Est-ce que si on fait ça, on ne va pas passer à côté de certains profils ? Est-ce que on peut s'en servir des mauvaises intentions donc à des fins, même, on peut aller vers de la discrimination, et on peut aussi, même si on n'en a pas l'intention, s'affranchir de la diversité qui est une richesse de l'entreprise. Donc il y a toutes ces questions qui se posent aujourd'hui. Ça nous amène à une de vos interrogations aussi, Aude, dans les conversations qu'on a eues. Dites-moi. Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est vrai qu'on mène de front deux grands sujets. Déjà, parce que, en tant qu'opérateur IT, on a la question technique. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est réglé assez vite. Parce que finalement, c'est juste repenser à nos serveurs, etc., etc. Mais surtout à côté, ce qu'on n'a vraiment pas voulu dissocier, qu'on mène du coup de front, c'est vraiment toute la composante impact humain. Parce qu'en fait, on a vraiment eu un groupe de travail pour avoir une vraie réflexion au niveau du groupe sur toutes ces parties-là. Notamment, quelles compétences ? C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place des projets d'intelligence artificielle, il faut d'autres compétences que celles qu'on avait déjà dans l'entreprise. Bien sûr, on avait des personnes côté R&D qui avaient ces compétences-là, mais après, en fait, dans le service dans lequel j'étais, on a dû faire 6 recrutements et on est allé chercher à l'externe des nouveaux embauchés. Donc ça, c'était déjà la première partie. Et où sourcer, en fait, ces nouvelles compétences ? Parce que c'est un marché sur lequel il y a très peu de monde aujourd'hui. On l'a vu dans le rapport Villani, donc c'est vraiment former ces nouvelles personnes à l'IA, etc. Et donc aujourd'hui, en entreprise, on a du mal à trouver des personnes qui sont déjà formées. Il y a également aussi, après en interne, la transformation des emplois. Parce que quand on va mettre de l'IA sur certains métiers de support, comme je disais tout à l'heure, ça va profondément transformer certains emplois, voire même peut-être supprimer aussi certains. Et une valeur qui est vraiment très importante chez EDF, c'est la valeur humaine. Donc en fait, on ne laisse pas nos salariés comme ça dans la nature. Derrière, il faut leur proposer un plan de reconversion. Pourquoi pas vers des métiers du numérique ? Mais ça, c'est une vraie question qui est traitée. Et puis ensuite, on a toute la partie qui est adhésion. On peut avoir un outil qui est techniquement très très bon. Si en fait on n'a pas d'adhésion des salariés pour pouvoir utiliser cet outil-là, en fait ça sert absolument à rien. Et là-dessus, on fait des choix qui sont très drivés par l'éthique. On a une charte éthique à EDF, donc on travaille nous avec la direction de l'éthique, alors qu'on est vraiment purement technique,
pour par exemple se dire, entre deux outils, un qui va être explicable mais moins performant, ou l'autre qui va être extrêmement performant mais qu'on ne saura pas expliquer, on va plutôt privilégier, dans certains cas, celui qui est explicable. Par exemple, on parlait tout à l'heure avec le tri de CV. Nous, on se doit en fait de dire à un candidat qui a postulé pourquoi on ne l'a pas retenu s'il nous le demande. Si on a un réseau de neurones complètement opaque qui nous dit le meilleur candidat c'est celui-ci et que les autres nous appellent pour dire pourquoi je n'ai pas été retenu sur ce poste, on ne sait pas l'expliquer. Donc là, on va favoriser plutôt un outil, c'est un exemple, on va favoriser en fait un outil qui est peut-être moins performant au niveau technique, mais pour lequel on aura toute l'explicabilité du raisonnement de la machine. Merci. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure dans mon introduction à Jean-Michel Beignet, c'est vrai qu'on est quand même un aéropage de professionnels de l'accompagnement. RH, professionnels RH, coach pour la majorité d'entre nous. Et il est clair que déjà l'obsolescence de certains métiers que vous évoquiez, Aude, nous, c'est une question qu'on se pose beaucoup quand même, et je pense qu'on la se posera encore plus cet après-midi, après la table ronde de l'après-midi, en tout cas de la nécessité de notre adaptation. Donc la question que j'ai envie de vous poser en tour de table rapide, parce qu'on aurait peut-être besoin de vos conseils aussi, est-ce que l'intelligence artificielle, elle remet vraiment en question nos métiers d'accompagnants ? Est-ce qu'on est obsolète ? Ou est-ce qu'à l'inverse, elle remet justement l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire nos métiers, au cœur de cette articulation que j'évoquais tout à l'heure. En quoi l'intelligence émotionnelle reste essentielle ? On commence par Bernard, brièvement. Bon, alors, j'ai 4 remarques. J'annonce qu'il y en a 4, comme ça je suis sûr d'aller au bout. Bon, je vais aller très vite. Après, je laisserai faire le lien avec ce que vous mettez en avant. La première remarque, c'est que fondamentalement, on est face, je vais le dire comme ça, à une co-révolution cognitive. C'est-à-dire qu'on a d'une part une révolution cognitive au niveau des machines, c'est ce dont on parle, avec l'intelligence artificielle sous ses différentes formes, mais on a tous conscience qu'on assiste aussi à une révolution cognitive sur le plan humain. Juste simplement pour l'illustrer, vous citiez tout à l'heure les travaux de Stanislas Dehaene au Collège de France, où on revisite complètement, ou en tout cas on progresse très vite en matière de neurosciences. Il y a les travaux par exemple aussi de François Tadei, qui est le directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, qui est en train de rétablir un lien fondamental entre l'éducation et la recherche. Donc on repense aussi complètement la manière d'éduquer, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. On est aussi dans un monde qu'on ne connaît pas. Et pour reprendre la phrase de Gaston Berger, l'avenir est moins à découvrir qu'à inventer. Donc on est effectivement dans une incertitude encore beaucoup plus grande que celle qu'on pressentait auparavant. Et on est aussi face à une accélération qui donne le tournis quelque part. Et on sent bien qu'il va falloir trouver des capacités d'adaptation pour faire face à cette accélération du numérique et des machines. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il faut sans doute renforcer les compétences qui sont spécifiquement humaines, par différence avec les machines, se mettre en logique de complémentarité, voire de symbiose. Ça veut dire développer sans doute les capacités d'empathie cognitive, émotionnelle, aller vers plus le savoir-être, plus que le savoir-faire, et donc aussi jouer sur la curiosité et la créativité, etc. Et puis développer une pensée, et puis une approche systémique des choses, donc penser en termes d'interaction, de coévolution. Troisième remarque, je pense qu'il est essentiel à tous les niveaux dans l'entreprise, et en particulier au plus haut niveau, de se remettre quasiment au contact sensoriel du monde. Il s'agit d'oublier un petit peu, enfin d'essayer d'oublier les schémas de pensée qu'on a construits dès le plus jeune âge, et de se remettre au contact de la réalité d'aujourd'hui, qui est fort différente de celle qu'on a apprise dans le passé. Il s'agit, derrière ce travail, après ce travail, de faire une remise en mots, c'est-à-dire voilà, de reconstruire le récit de ce monde qui vient, de ce monde qui change, et puis pour les responsables, en tout cas, d'incarner ce changement. On ne leur demande pas d'être des généraux pour dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire, mais de jouer plutôt le rôle de chef de caravane. En gros, celui qui dit « c'est par là que ça se passe, je prends la responsabilité de vous emmener dans telle direction, je ne sais pas comment on va faire, mais on va trouver des solutions ensemble ». Dernier point, voilà. Et le dernier point, c'est, je pense,
prendre conscience que dans ce monde où on globalise de plus en plus de problématiques, où les questions de solidarité deviennent de plus en plus sensibles, c'est la logique du care, pour le dire en anglais. C'est comment on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin de l'environnement. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au sens philosophique, j'aime beaucoup les travaux qui sont faits par Cynthia Fleury au sein de la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est la question de faire sujet. Comment on trouve le courage pour rassembler les différentes parties de soi-même qui ont été éparpillées du fait des contraintes qu'on subit dans l'environnement. Comment on fait aussi pour introduire cette notion de positivité qui est amenée souvent par le forum de l'économie positive ou le Global Positive Forum présidé par Jacques Attali. C'est la notion de réintroduire le temps long de façon beaucoup plus explicite dans le raisonnement, prendre en compte l'intérêt des générations futures de façon beaucoup plus explicite, travailler sur une notion, je ne vais pas la développer, mais d'altruisme intéressé. Faire du bien aux autres, souvent, procure des bénéfices en retour sur le plan économique et financier. Développer, sans doute, pour aller encore plus loin, une faculté de compassion dans le rapport aux autres. La compassion, c'est vraiment comprendre ce que ressent l'autre et agir pour l'autre. Donc il y a vraiment une notion de l'éthique de l'action, d'éthique agissante. Et cette question, je termine là-dessus, d'éthique est tout à fait fondamentale parce qu'on s'aperçoit que dans le monde de la technique, en fait, on régresse de manière assez forte sur le plan de l'éthique, ce qui est paradoxal puisqu'on parle de mettre de l'éthique dans les machines, de faire de l'éthique by design. Et on sent bien que si on veut avancer à part égale, il faut aussi renforcer la sensibilité éthique au niveau des humains. Merci. Alors Isabelle, vous, d'un point de vue de juriste, toutes nos questions sur notre place, sur l'intelligence émotionnelle. Alors, je ne vais pas partir de l'intelligence émotionnelle, donc je ne comprends rien, pour être honnête. Donc, par contre, l'année dernière, je suis allée à une journée, un peu comme la vôtre, mais des psychanalystes et de l'intelligence artificielle. J'étais invitée par Michael Stora, qui, vous savez, travaille avec ses patients, avec les jeux vidéo, et leur fait endosser des rôles, et permet de les aider et de sortir des enfermements dans lesquels ils se sont eux-mêmes enfermés à travers les jeux vidéo. Alors pour moi, qui travaille plus donc sur à la fois la transformation des organisations, à la fois la transformation de la société, et à la fois le cadre de confiance qu'il faut développer pour que tout cela se réalise, il y a une chose qui est importante et dans laquelle vos métiers peuvent avoir un énorme sens, c'est déjà aider les gens à faire la part entre ce qui est de la menace réelle et ce qui est la menace réelle ou ce qui est du fantasme. Et aussi essayer d'identifier ou de prévenir les conflits potentiels que l'introduction de ces IA dans les organisations vont développer. Parce que à partir du moment où on change de matière d'avoir des rapports humains, il va falloir changer nos codes d'échange. Et on voit comment on s'engueule par Messenger. Donc imaginez avec une IA au milieu comment ça va dégénérer. Il y a une chose aussi qui est extrêmement importante, et pour moi les coachs ont vraiment un sens, c'est que le moi, que nous connaissons tous, le moi subjectif, notre moi qui est lié à nos libertés individuelles, qui nous permet d'avoir une pensée, une opinion, on a le droit de se penser un lion, même si on est un chaton, enfin, etc. Ce moi subjectif est de plus en plus transformé par le numérique en moi objectif, il est quantifié, il devient de la donnée. Et cette donnée, elle est enrichie à l'heure actuelle par le moi social. Et vous avez vu que le moi social, c'est Cambridge Analytics, par exemple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des biais, il peut y avoir des manipulations, il peut y avoir des enfermements, il peut y avoir vraiment des choses derrière qui font que le moi numérique n'a plus aucun rapport avec ce moi subjectif. Et cette dichotomie entre ce moi numérique et ce moi subjectif fait que les gens perdent confiance en eux. Ils se disent, mais finalement, je ne suis pas ce que je croyais être, ou je ne suis pas, ou on me perçoit pas tel que je voudrais qu'on me perçoive. Ma réputation est entachée en permanence. Et en plus, arrive dans mes collègues, dans mes collaborateurs, une intelligence qui, elle, se dit parfaite. Elle est basée sur des systèmes logiques. Or, moi, je ne suis pas forcément rationnelle en tout. Donc, cette confiance est atteinte par ça, par cette idée que nous sommes imparfaits et qu'elle est parfaite, la machine. Donc là encore, c'est remettre les choses à leur place, c'est important. C'est retravailler avec les machines et surtout faire comprendre aux gens et aux collaborateurs que si on travaille mal avec une machine apprenante, la machine apprenante, elle va, elle aussi, se mettre à travailler mal. Parce que si vous commencez à insulter un chatbot, il va finir par vous insulter. Donc, de manière évidente, et puis si vous faites apprendre à un système de recrutement des données passées,
eh ben, il va plutôt proposer des jobs bien payés aux hommes blancs qui ont la trentaine que à des femmes qui, par essence, cherchent plutôt la qualité du travail que le salaire. Donc, cette deuxième étape se triple d'une troisième étape, je suis désolée, hein, qui est la décision. De manière évidente, il va falloir savoir, comme aujourd'hui on sait qui a accès ou pas aux fichiers dans l'entreprise. Vous savez, on a des accès. Mais il va falloir déterminer avec les collaborateurs qui décide de quoi. Et est-ce que, parce que la machine peut le faire, elle doit le faire? Est-ce que, ou est-ce qu'il ne faut pas passer par des étapes intermédiaires, etc. Et surtout, il va falloir peut-être décentrer une chose, et peut-être que, puisque nous sommes dans l'anniversaire de mai 68, hein, c'est qu'on se descende de la valeur travail. Hein, ce n'est pas idiot ce qu'on nous disait en mai 68, il fallait vraiment aller vers un monde nouveau. Ben oui, on est en train de rentrer dans un monde nouveau, et si on y rentre avec des vieux schémas, eh bien, on va avoir des difficultés à survivre. Et si notre seule survie sociale dépend de notre travail et non pas de notre contribution au monde, et je ne parle pas de notre contribution sociétale telle que le conçoivent les Chinois, hein, la Black Mirror. C'est-à-dire que tu as des likes sociales, donc tu as le droit de sortir du pays, sinon tu restes enfermé. Donc c'est vraiment ces modèles-là que l'on voit en train de se transformer, et dans ces modèles de transformation, vous avez un rôle, parce que la machine ne questionne pas, contrairement à ce qu'on dit, elle ne questionne pas, elle n'apprend pas par la question, elle l'apprend par le gavage. Donc, elle est dans le solutionnisme, elle n'est pas en repenser le monde. Et certes, les start-upers vont vous servir un discours de AI for good, mais le AI for bad, vous ne le verrez pas. Pourtant, il existe et il est quelque part, mais pas présenté comme tel. Merci, Isabelle. Alors, je vais me retourner, oui. Je voudrais entendre aussi Pascal et Aude sur, pareil, bon, je sais que c'est difficile d'être bref sur ce genre de choses parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous tous, hein, qui nous intéresse au premier chef. Mais votre contribution, Pascal, sur cette question? Ben, je dirais qu'effectivement, c'est des choix de société. Hein. Après, nous, on réfléchit sur... en ce moment, il y a beaucoup de prospectives, hein, sur les métiers en 2025. Oui. Donc... quel sera le RH de demain, notamment. Oui. Hein. Donc, est-ce qu'on sera un avatar qui pourra répondre à toutes les questions des salariés, qui seront d'ailleurs digitaux et donc attendent dans un monde de services de pouvoir avoir directement les réponses. Hein. Aujourd'hui, ça fait partie aussi des attentes. Et puis après, il y a aussi tout ce qui se développe dans les startups, hein, des Chief Happiness Officers, hein, le besoin aussi de proximité qui ressort dans les entreprises et qui est aussi un mouvement de fond de nos millenniums. Donc il faut aussi se donner, voilà, il y a des attentes là-dessus. Hein. Donc après, il y a un point dont je voulais parler, c'était sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on travaille nous beaucoup avec les managers sur le feedback, la question du feedback. Et donc on peut se dire que voilà, le feedback, la gestion des émotions, hein, c'est quand même des sujets qui sont finalement assez récents, hein, dans le management, en tout cas en tant que prise de conscience de l'importance que ça peut avoir dans la relation avec ses collaborateurs. Et ces sujets-là, on peut les aborder par l'intelligence artificielle, avec les baromètres du bonheur au travail. Ça se met en place, ça, hein, basé donc justement sur des réponses à des questions et avec des météos. Hein. Donc après, c'est quelle place je laisse à l'humain dans ces pratiques, hein, et comment aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'intelligence et la relation humaine que je mets sur ces sujets-là. Aude, de votre point de vue? Alors moi, de mon point de vue, on a lu pas mal d'études en fait sur la transformation des emplois. Ce qu'on peut voir, c'est parfois certains sont très alarmistes en disant tous les métiers vont disparaître. D'autres, au contraire, disent l'IA, ça va créer plein de nouveaux emplois.
Moi, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui vont se transformer. Mais il y a quelque chose qui ressort quand même de toutes ces études, c'est ce qui a été dit ce matin, c'est que tous les métiers qui embarquent de l'empathie, du sens commun, de l'intuition, ne vont pas pouvoir être remplacés par des IA. En revanche, donc c'est-à-dire tous les métiers d'accompagnement finalement, puisque l'empathie, le sens commun, c'est vraiment au cœur des métiers d'accompagnement. En revanche, il faut prévoir vraiment une transformation de ces métiers, à mon avis, sur 2 points. C'est que déjà, les populations que vous allez accompagner vont être au cœur d'un bouleversement de la société. Donc même dans les entreprises, il y a beaucoup de transformations qui se passent. Mais il y a aussi des nouveaux outils qui peuvent venir, en fait, vous appuyer, vous, dans l'accompagnement que vous pourrez en faire. Et là-dessus, on a un exemple, en fait, côté EDF. On a des conseillers parcours pro pour aider en fait nos salariés à se repositionner sur l'emploi de demain. C'est-à-dire tous les 3-4 ans, on change de travail et puis on a des conseillers qui peuvent nous aider. Et on a mis en place en fait un petit outil d'IA qui permet aux salariés de faire un autodiagnostic de ses compétences transverses, parce que sinon tout le monde était centré sur ses compétences purement techniques. Et donc à l'aide d'une IA, en fait, on fait un petit... voilà, c'est des petites mises en situation. Tout ça, ça a été travaillé avec des RH. À la fin, en fait, on a une visualisation assez claire, finalement, de ses points forts et de ses points d'effort. Et on a un algo de recommandation qui recommande dans le groupe les métiers qui nous conviendraient le mieux. Et ça, en fait, c'est des choses qui ouvrent des perspectives, parce que très souvent, on connaît le métier d'à côté, mais on n'arrive pas à s'ouvrir beaucoup plus. Et là, les conseillers parcours pro nous ont dit, finalement, en fait, vous allez nous remplacer. Et en fait, au contraire, pas du tout. Ils nous ont énormément aidés à mettre en place cet outil. Aujourd'hui, ils en sont super contents, parce qu'ils nous disent, les gens qui viennent nous voir en entretien ont déjà une idée, en fait, de ce qu'ils pourraient faire. Et eux, ça les aide énormément dans leur quotidien, parce que sinon, ils n'arrivaient pas à accompagner tout le monde correctement. Donc, c'était vraiment un point très important pour eux de dire, l'IA nous a vraiment apporté une efficacité qu'on n'avait pas, et ils se ressentent vraiment sur leur rôle premier qui est l'accompagnement personnel. Merci. Alors, vous voyez la richesse, hein, merci à vous 4, parce qu'on va prendre les questions maintenant, mais c'est vrai que ce que j'avais dit dans l'introduction, la qualité de vos expériences, de la réflexion, la profondeur de la réflexion que vous amenez tous à cette table ronde, moi, me touche beaucoup, et je suis sûre que nos collègues dans la salle auront plein de choses à vous demander. Est-ce qu'on peut passer à mes amis Elisabeth et Christelle, dont je vois que les ombres? Ça y est. Alors, on va avoir des tonnes de questions, je suis sûre, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, je vais vous dire ça un peu. Quelle est la finalité du hub Francia? Ça, je savais qu'on vous poserait la question. Qu'est-ce qui ferait qu'une définition officielle de l'IA, qu'une définition de l'IA soit effective? Ou qu'est-ce qu'il faut décoincer? Y a-t-il des projets d'encadrement juridique de l'IA? Alors tout ça, c'est pour vous, Isabelle. Alors, ce que je vais vous proposer simplement, vous allez en prendre une par personne. D'accord? Vous prenez une question par personne. Vous avez le privilège de choisir. Allez. La première, elle est super courte. Hein. En fait, on réunit tous les acteurs de l'IA pour pouvoir réfléchir à ce que nous parlons aujourd'hui et faire que nos filières se développent. Encore une, alors, vite. Ouais. Bien sûr qu'il y a des projets d'encadrement de l'IA, mais ça nécessite une définition. C'est-à-dire qu'on va avoir chacune des technologies de l'IA qui va peut-être avoir des solutions juridiques, mais on le voit bien dans toutes les explications qu'on a eues ce matin plutôt, c'est que c'est le processus en entier, ce qu'on appelle la boîte noire, qui pose problème à l'heure actuelle. Donc la seule contrainte juridique qu'il y aurait pour l'instant sur la boîte noire, c'est qu'elle soit transparente, comme on ne sait pas le faire, qu'elle soit au moins intelligible, comme on ne sait pas le faire non plus. On tourne en rond à l'heure actuelle, puisque les startups ne sont pas en mesure, elles sont trop petites d'ailleurs pour ça, de donner plus d'explications. Donc on mise un peu sur les GAFA pour nous aider en ça, mais vous comprenez bien qu'ils ne sont pas hyper collaboratifs dans l'ouverture des boîtes noires et dans l'explicabilité de ce qu'ils font. Du coup, ça coince pour la définition juridique, parce qu'on a du mal à se mettre d'accord sur le tout. Bernard, vous en prenez une? Oui, juste pour compléter sur la partie de la définition, je pense qu'il est très très important sur ce sujet en particulier d'avoir les approches complètement transversales, transdisciplinaires, et qu'on arrête d'opposer, comme on le fait dans la réalité, même si on prétend le contraire, de mettre, je dirais, les techniciens, les scientifiques d'un côté et les gens qui s'intéressent aux humanités de l'autre. On a vraiment besoin que toutes ces personnes collaborent de façon étroite. C'est sans doute évident ici dans cette assemblée, mais dans la réalité des entreprises, de la société, je peux vous dire qu'on en est très très loin, et on a besoin beaucoup plus que sur d'autres sujets, mais de manière générale sur tous les sujets, mais sur celui-ci en particulier, de l'implication
de tous les gens qui sont des spécialistes en sciences humaines et sociales. On a besoin de l'implication des philosophes parce que c'est au travers, encore une fois, des représentations et du sens des mots qu'on trouvera aussi une certaine façon de stabiliser les définitions. On a même besoin de poètes, n'est-ce pas, Jean-Michel Beignet? Alors, peut-être Pascal, et ensuite Aude, ça vous va? Voilà, donc j'ai vu la question si je devais recruter demain un coach. Donc, moi, je pense que vous avez compris, je n'irai pas chercher une intelligence artificielle pour faire le coaching de mes collaborateurs, même si je pense qu'aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a des coachs virtuels. On est vraiment, nous, au sein d'Orange, orientés sur une proximité et sur le renforcement de la proximité auprès des salariés. Et donc, je pense que l'intelligence humaine et la proximité, ça va de soi dans l'accompagnement des collaborateurs. Voilà. Merci. Aude, qu'est-ce qu'on vous a concocté comme question? Sur les prochaines étapes pour aller plus loin dans l'IA chez EDF. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, comme je vous ai dit, côté EDF. Nous, là, l'objectif, c'est vraiment de passer du stade de l'expérimentation vraiment au stade de l'industrialisation. Parce que pour une grande entreprise, c'est vraiment cette étape qui est très compliquée à passer. Donc industrialiser, ça veut dire déjà au niveau technique, d'avoir toute l'infrastructure bien mise en place, mais ça veut dire surtout, d'un point de vue humain, d'avoir les compétences qui vont avec. Donc en fait, il y a un très grand plan côté RH d'accompagnement des salariés pour qu'ils puissent en fait monter en compétences sur la nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Parce que pour faire une expérimentation, on n'a pas besoin d'être très nombreux. Il faut vraiment avoir l'adhésion des métiers, mais ça aujourd'hui, on l'a sans problème, parce que les métiers, ce qu'ils attendent, c'est surtout que l'IA les décharge de tout un tas de tâches sans valeur ajoutée. Mais après, il faut que côté SI, en fait, on est vraiment des personnes avec les compétences nécessaires pour pouvoir embarquer ces nouveaux systèmes d'IA et les maintenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à avoir, mais sur lequel on est en train de travailler, notamment avec des formations, des reconversions professionnelles, etc. Merci. Alors, on aimerait prendre encore d'autres questions, mais ce que j'aimerais faire, c'est convier Jean-Michel Beignet à nous rejoindre sur la scène. Je vais d'ailleurs, vous pouvez vous prendre mon fauteuil, si vous le souhaitez, ou debout. Je vais vous donner le micro. Prenez le mien. Voilà. Merci. Bon, écoutez, moi, j'ai été passionné également par cette table ronde. J'ai pris beaucoup de notes, mais je ne vais pas vous les restituer. Simplement, je suis content quand même que c'est vous, Aude, qui avez évoqué quand même l'une des questions qu'on associe toujours à l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise, c'est la disparition des emplois. Vous savez, le rapport de l'OCDE d'octobre 2017 est accablant, puisqu'il dit explicitement que seulement 13% des activités actuellement sont le privilège de l'humain, mais 83% des activités pourraient être mieux gérées, accomplies par des machines. 83%. Quand même. Donc toutes les activités susceptibles d'être automatisables sont largement plus propices aux machines qu'aux humains. C'est quand même une vraie réalité. Et Aude, vous avez dit, mais les métiers d'accompagnement, finalement, ils vont être sauvegardés. Moi, j'en suis pas très convaincu. D'abord parce qu'il y a des exemples. J'ai évoqué, moi, l'exemple des robots compagnons. Si c'était quand même bien un métier d'accompagnement que celui de s'occuper des personnes atteintes d'Alzheimer. Un robot est capable de le faire. Très tôt dans l'histoire de l'intelligence artificielle, on avait inventé un logiciel qui s'appelait ELISA. ELISA, c'était une machine à faire de la psychanalyse. Il est très connu ce logiciel à distance. Donc on soignait les névrosés par téléphone. C'était effectivement un serveur vocal qui donnait la répartie. Alors évidemment, c'est pas trop difficile. Souvent, quand on est psychanalyste, on parle pas beaucoup. Donc c'est pas. Mais quand même. Donc on voit dans quel esprit on a pensé très vite la machine pour réaliser des activités
activités d'accompagnement. Donc s'il n'y avait que les métiers d'accompagnement à pouvoir survivre aux machines, bon, je serais quand même un peu perplexe. Moi, ce qui m'a aussi un petit peu surpris dans vos échanges, c'est que l'intelligence artificielle, ça permettrait de décharger les salariés pour gagner du temps et de la valeur ajoutée. Moi, je me demande à quoi tient cette volonté de décharger les salariés et jusqu'où ça peut aller. Parce que, bon, après tout, décharger les salariés, c'est aussi se décharger des salariés. Bon, ça me paraît pouvoir être parfaitement compatible. On n'a pas beaucoup parlé de la souffrance au travail. Bon, peut-être qu'on aurait pu le faire, et on aurait pu le faire, vous auriez pu le faire, et vous l'avez fait implicitement, lorsque vous avez évoqué le déclin du choix, le déclin de la responsabilité lié aux machines. Moi, je crois que les machines dans l'entreprise, c'est quand même l'avènement du sentiment pour chacun qu'il est toujours remplaçable. Toujours remplaçable. Et le sentiment d'être toujours remplaçable est évidemment une source non seulement de blessures narcissiques, mais de souffrance réelle. C'est Isabelle qui a évoqué effectivement la part prise par le moi numérique sur le moi réel. Bon, l'identité numérique, qu'est-ce que c'est notre identité numérique sinon l'ensemble des traces que nous laissons sur le web, c'est ça essentiellement. Donc c'est ces données que nous traînons avec nous sans le vouloir, comme de vulgaires escargots. Bon, ben c'est un vrai problème que cet avènement du sentiment de n'être pas grand-chose de plus qu'un simple neurone du cerveau planétaire que nous sommes en train de développer. J'ai bien aimé que Isabelle dise que la machine n'apprend pas par des questions, mais par du gavage. Et je crois que ça, c'est important aussi, de voir que la machine n'apprend pas par le dialogue, alors que nous apprenons par le dialogue. La machine, elle apprend par le gavage. Et je crois qu'il y a un problème philosophique qui me paraît important, c'est que les données, elles ne se prêtent pas à l'interprétation, à vrai dire. Elles se prêtent d'abord et avant tout à la corrélation. Et c'est un gros problème que celui qui nous invite à considérer que la causalité n'est plus finalement à la clé de nos explications, mais c'est la corrélation qui a pris le pas. Je vais prendre un exemple qu'on n'a pas évoqué, parce que bon, peut-être que les coachs ne travaillent pas dans les milieux médicaux comme ils pourraient le faire, mais dans le domaine de la médecine, c'est très très clair. Cette médecine connectée, prédictive, personnalisée, qui passe par le recours à des objets intelligents de l'intelligence artificielle, bon, on sait bien que cette médecine-là, elle pose le problème de la relation clinique du médecin et de son patient. La relation dialoguée entre le médecin et le patient est en passe de disparaître derrière la place prise par les écrans, l'imagerie cérébrale et la gestion des données. C'est un vrai problème, parce que le problème, c'est qu'on considère de moins en moins la maladie dans la dimension symbolique qu'elle prend toujours lorsqu'elle est humaine. Aujourd'hui, on est en train de développer une médecine hyper technologisée qui va nous donner des avantages considérables. Le télédiagnostic, on va gagner en longévité, c'est évident, c'est évident. Cela étant, cette médecine, elle n'est pas différente de ce que pourrait être une médecine vétérinaire, en toute rigueur. Parce que nous faisons de plus en plus l'impasse sur la dimension symbolique qu'il y a dans une maladie. On sait très bien que nous, humains, quand on est malade, c'est une conception du monde nouvelle qui s'instaure. C'est des relations nouvelles avec notre environnement, avec nos enfants, avec nos parents, etc. Cette dimension-là, elle devient complètement superflue dans une approche où la médecine met d'abord et avant tout l'accent sur la relation machinique du patient et de son équipe soignante. Donc le déclin de l'interprétation,
Hein, vous voyez, autrefois, le médecin, c'est celui qui vous auscultait, qui vous palpait, qui vous écoutait, etc. Bon, ces critères de l'approche de la maladie ont disparu aujourd'hui, hein, au profit de la visualisation par l'imagerie et par la gestion des données. La question du déclin du choix et la responsabilité a été évoquée à plusieurs reprises et me paraît aussi fondamentale. Hein. Y a-t-il une source de choix dans un contexte où précisément disparaît la causalité au profit de la corrélation, hein. On a le sentiment qu'on est traversé par des flux d'informations, on n'en est pas l'origine, hein, et on n'en est pas non plus la destination, on est traversé, hein, par ces flux à quelque niveau que ce soit. Hein. Je pense que même un grand chef d'entreprise est lui-même, il n'est plus à la source de grand-chose, hein, il est lui aussi le produit de ce flux d'informations. Dans ce contexte-là, le choix est toujours très très largement illusoire. Et d'ailleurs, nous développons de plus en plus des sciences et des techniques qui nous rappellent que nous ne choisissons pas. Hein, prenez dans le domaine des neurosciences, les sciences du cerveau ont pu mettre en évidence le fait que quand nous prenons conscience de faire quelque chose, en réalité, notre cerveau a déjà décidé pour nous. Hein. L'imagerie cérébrale montre que, avant même que je ne songe à me prendre la bouteille d'eau, hein, un circuit synaptique s'est mis en place correspondant au geste que je vais faire de prendre la bouteille d'eau. C'est un constat accablant, mais tout à fait conforme à une démarche scientifique. La démarche scientifique ne peut pas s'accommoder de l'idée que vous pourriez choisir librement. Il faut trouver des déterminismes. Hein, et nous sommes intégralement dans cette obsession de découvrir des déterminismes qui rendent notre choix forcément illusoire. Alors, il faut qu'on fasse avec ça. Hein, et peut-être que mettre de l'éthique dans les machines, comme disait Bernard, ce serait quelque chose, un petit peu difficile. Hein, ce serait d'imaginer qu'une éthique puisse se faire sans choix, sans motivation, sans conscience. Ben oui, il y a des éthiques comme ça. On parle de l'éthique animale, par exemple, où les animaux sont capables de se mettre en phase les uns avec les autres, donc de réaliser une espèce d'harmonie de leur vivre ensemble, sans avoir besoin de préméditer les gestes qu'il faut pour le faire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Oui, Aude m'a un petit peu amusé, pardonnez-moi, lorsque elle m'a dit que chez EDF, un outil n'était jamais diffusé s'il n'obtenait pas l'adhésion des salariés. Je me suis demandé si on appliquait la même chose au compteur Lynx, si... Pardon ? C'est pas EDF, pardonnez-moi. D'accord. Bon, d'accord, vous êtes sauvés. Bon, en tout cas, effectivement, il faudrait que le Lynx prenne des leçons chez EDF sur ce terrain-là. Voilà. Bon, je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, sinon que j'ai trouvé tout à fait passionnant cet échange où là, vous avez bel et bien figuré l'utilisation qu'on pouvait et qu'on était en train de faire de l'intelligence artificielle dans vos entreprises, et en même temps, vous avez assorti ce constat de la réflexion et de la mise en perspective éthique qui me paraît tellement indispensable. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a quelques minutes devant nous. Je voudrais simplement vous donner la parole aux panélistes aussi. Si vous avez un commentaire, quelque chose à ajouter, à répondre. Est-ce que c'est possible, excusez-moi, oui. Est-ce que c'est possible d'avoir une question? Parce que j'avais demandé le micro tout à l'heure. Pardon. Je n'ai pas eu l'occasion de la poser. Je vous remercie. Alors, merci à tous les panélistes. Merci en particulier à Bernard Georges pour la logique du CAR que j'ai trouvée très intéressante. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour accompagner l'humain
avec tous les changements qui vont arriver. J'ai 15 ans d'expérience en fusion-acquisition avant d'être coach. Les fusions-acquisitions, les restructurations, on sait qu'il y a un tiers d'échecs à cause de l'humain. Pourtant, c'est des opérations qui sont prévues et il y a une intention derrière. Aujourd'hui, ça va aller très, très, très vite. Et du coup, quel accompagnement et quelle prise en charge des personnes pour ne pas augmenter le risque de RPS qui, je pense que dans des groupes comme Orange, Société Générale, EDF, risque juste d'être énorme dans les années à venir. À cause de l'intelligence artificielle ? À cause de toutes les transformations que vont vivre dont les l'intelligence salariés, artificielle en fait dont partie. l'intelligence artificielle. D'accord, mais nous on Et zoome du coup, un peu sur notre ouais. intelligence artificielle qui est notre sujet de la journée. Et du coup, c'est une invitation à faire descendre le coaching dans des couches moins élevées de la hiérarchie, surtout dans ces grosses boîtes. D'accord. Alors, peut-être juste une ou deux remarques. Clairement, il n'y a pas de réponse toute faite. Et sur tous les sujets qu'on appelle l'innovation de rupture, après on aime ou on n'aime pas ce mot, mais l'intelligence artificielle est typiquement une innovation de rupture. Il n'y a pas d'autre moyen, enfin, je pense, que de ne pas avoir peur des collaborateurs. Je vais le dire comme cela. Et le seul moyen de s'emparer d'un tel sujet, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise, mais ça dépasse totalement le cadre de l'entreprise, ça nous touche à titre individuel, ça nous touche en tant que citoyen, ça touche la société dans son ensemble, la planète dans son ensemble. Il est très important, comme on le fait aujourd'hui et dans d'autres instances, de s'emparer de la façon la plus libre possible de ce sujet pour en comprendre toutes les composantes, y compris aborder les questions qui sont difficiles, les questions de la peur, de l'inclusion, du travail, parce qu'on sait que ces questions sont devant nous, et même si on n'a pas de réponse, mais les réponses seront de toute façon des réponses sociétales qu'on devra co-construire avec des difficultés évidentes si on se projette sur un horizon moyen-long terme. Donc, ne pas avoir peur d'adresser les sujets. En adressant le sujet, on n'évacue pas la peur, mais en tout cas, on est capable de la mettre un petit peu à côté de soi et en tout cas d'essayer de penser de façon un peu plus proactive dans une logique de recherche de solutions. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment être dans le dialogue, la co-construction, et ce n'est pas simplement une entreprise dans son coin, c'est un phénomène qui va traverser l'ensemble de la société. Mais c'est intéressant parce que c'est exactement l'intention de ce forum. C'est exactement pour ça qu'on fait ça. Pour qu'on amène cette discussion au centre de notre débat en tant qu'organisation professionnelle, mais aussi parce qu'on est des citoyens et qu'on a, non, je pense, la possibilité, mais le devoir de participer à ce débat. Moi, je ne suis pas panéliste, donc je ne vais pas dire ce que j'en pense, je n'ai pas pu m'en empêcher, mais je vais revenir à la salle. C'est une bonne idée. Je vous mets en stand-by 2 minutes. J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions dans la salle, parce que vous avez raison, ça serait une bonne idée de vous entendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pressantes ? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais juste me permettre d'une question sur l'interface, en fait. Est-ce que vous avez vu des différences ? À qui l'adressez-vous la question ? Alors peut-être à Aude, qui a l'air d'être plus en réflexion sur ces sujets-là. Finalement, est-ce que lorsqu'on a une interface de type, l'algorithme, finalement, c'est complètement caché, quand c'est un chatbot ou un humanoïde, est-ce que le salarié, enfin vos collaborateurs réagissent différemment ? Réagissent différemment entre je veux dire, avoir quelqu'un en face. Suivant les interfaces, en fait. J'ai lu une étude oui, complètement. disant que l'humanoïde, finalement, était assez mal perçu, alors que le chatbot passait très bien. Voilà. Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que dès les phases de conception de nos projets, alors tout à l'heure, j'ai dit, on associe vraiment les salariés. Ce qu'il faut juste voir aussi, peut-être en préambule, mais ça va répondre aussi, c'est qu'en fait, il n'y a aucun projet qui est lancé de la part de la DSI. C'est jamais les systèmes d'information ou un management assez haut qui va lancer le projet d'IA. Ça vient toujours de la part de salariés qui se plaignent, entre guillemets, d'avoir des tâches à faible valeur ajoutée et qui nous disent, en fait, j'arrive pas à m'en sortir parce que, par exemple, j'ai trop de mails à traiter et je n'y arrive pas. Donc l'IA vient un peu pour soulager les salariés de façon à ce qu'ils puissent se recentrer vraiment sur leur valeur ajoutée dans leur travail. Donc voilà, et du coup, le petit panel de salariés avec qui on va concevoir le projet intervient dans les phases très, très, très amont. Et on a toujours un UX designer qui travaille avec nous. On travaille également avec des ergonomes, parce qu'il y a des ergonomes côté R&D qui nous appuient sur nos projets, pour trouver systématiquement la meilleure interface qui va convenir en fait
à ce groupe de salariés et on a toujours un panel d'utilisateurs miroirs avant d'ouvrir au plus grand nombre. Et c'est avec eux qu'on choisit, par exemple, si je prends le cas des chatbots, l'avatar. Est-ce qu'on veut un avatar ou pas ? Comment va se comporter le chatbot ? Parce que c'est eux qui connaissent le métier. Est-ce que le chatbot va tutoyer ? Est-ce qu'il va vous voyer ? Est-ce qu'il a un ton plutôt léger ? Est-ce qu'il fait des blagues ? Pas de blagues ? Est-ce qu'il répond quand on l'insulte ? Et ça, c'est vraiment avec un panel de salariés qu'on va travailler. Et ensuite, on le fait passer sur un groupe d'utilisateurs miroirs, toujours accompagné par nos UX designers et les ergonomes. Et après, on ouvre au plus grand nombre de salariés. Est-ce que vous avez une première conclusion là-dessus ? En fait, qu'est-ce qui ressort en termes de tendance ? Sur les bots ? Alors, sur les bots, en fait, le truc qui est super has-been, c'est d'avoir... Excusez-moi, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un bot ? C'est un assistant virtuel. C'est en gros, on pense qu'on parle à un vrai quelqu'un et en fait, c'est un robot qui répond. Et donc, en fait, nous, ce qu'on joue là-dessus, on joue complètement la carte de la transparence. C'est-à-dire qu'on met jamais d'avatar humanoïde. On met jamais, en fait, la petite dame qui va répondre, etc. Voilà, avec des prénoms en A. Ça, en fait, nous, on a complètement banni. Donc, en fait, soit c'est une petite tête de robot. Il y en a un, par exemple, qui nous a dit, il y a un expert qui est très connu là-dessus. Donc, en fait, on a designé un peu sa tête. On l'a mis sur un corps de robot parce que ça les faisait rire. Ou alors, on met pas d'avatar du tout. Et la plupart des gens, en interne, nous, d'EDF, tout le monde se tutoie. Donc, la plupart des chatbots, en fait, ont opté pour le tutoiement. Voilà, et ça passe assez bien, mais ce qu'on fait, on fait par exemple des petits challenges en disant votez pour l'avatar que vous trouvez le plus sympa. Donc les salariés votent, et du coup, c'est un peu comme ça aussi qu'on a l'adhésion des salariés, parce qu'ils se sentent impliqués dès le départ sur le projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent de la salle ? Oui, je vous en prie. Et après, je vous redonnerai, j'ai une idée. J'ai une question concernant cette définition, parce que j'ai bien compris que c'était absolument capital, que sans définition, il n'y aurait pas de cadre. Donc c'est pour vous, Isabelle. J'ai bien compris aussi que c'était encore dans des batailles, c'est ce que vous disiez, d'ego, ou enfin en tout cas de posture très tranchée, donc, alors qu'il fallait être transverse. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une définition au final avec les enjeux économiques ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est notre part de co-responsabilité ? Comment est-ce que nous, on peut participer ? D'accord. Alors, le besoin de définition, est-ce qu'il y en a besoin ? C'est la première des choses que nous, en tant que juristes, on doit se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'un cadre juridique spécifique pour les intelligences artificielles ? Il semblerait, mais on n'en est pas sûr encore. Donc c'est pour ça que la définition n'a pas à être précipitée. Vous savez, la loi sur la confiance dans l'économie numérique a été adoptée en 2004, alors que l'introduction de l'Internet s'est faite à peu près en 1996 auprès du grand public. Donc il faut du temps. La loi est un temps long, justement, puisqu'elle doit changer le moins possible, puisque quand elle change, elle crée de l'incertitude. À ce propos, quand on parle de transversalité, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des métiers derrière ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour associer les informaticiens, les patriciens, tous ces gens autour du débat autour de la loi, mais rédiger une loi est bien plus complexe que faire la simple corrélation entre une capacité technologique et une solution juridique. Donc ça, j'insiste là-dessus, parce que souvent on dépossède les juristes à l'heure actuelle de la rédaction du cadre juridique au profit des gens qui pratiquent, parce qu'ils comprennent mieux la technologie. Donc c'est ainsi qu'on voit des profs d'informatique commencer à rédiger, ou des profs de mathématiques faire des préconisations législatives. Il y a un intérêt à ce qu'ils assoient le débat et qu'ils y contribuent, mais ce n'est pas à eux de rédiger la loi. Ils n'en ont pas la complexité et ils n'en ont pas la capacité. Donc oui, le citoyen, lui, il doit s'en emparer, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire il doit s'en emparer au niveau de sa vie personnelle, savoir par rapport à son éthique personnelle ce qu'il veut faire ou non, quelle interaction il veut avoir avec les machines. Mais il doit aussi s'en emparer dans son organisation, en collaborant notamment à des projets IA, en testant, en expérimentant. Parce que dans une transformation, la vraie difficulté, c'est de comprendre les implications. Et pour comprendre les implications, il n'y a que l'expérimentation qui nous le permette. Et aller à ce type de colloque, honnêtement, ça nous aide tous, parce qu'on peut se confronter, on peut avancer sur ces débats d'idées. Donc, participez, émettez des opinions. Elles sont toutes bonnes, puisqu'on en est vraiment à un stade, on est au early stage de la pensée artificielle. Encore une question de la salle, oui. Pardon. Attendez, on va vous donner un micro. Merci pour la qualité de ce débat et de ces échanges. Que font les RH ou vous, Madame, chez IT, des personnes qui résistent absolument et qui n'arrivent pas à rentrer dans ce nouveau monde ? C'est pour vous, j'imagine, Pascal, la question. C'est ça ?
Pascal et éventuellement chez IT, puisque chez IT, vous travaillez avec des gens qui sont là-dedans, dans ce monde-là. Mais voilà, quid des autres? Mesdames. Aujourd'hui, comment dire, les personnes ont... Tout le monde n'est pas confronté directement aujourd'hui à l'utilisation d'une intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on regarde attentivement ces évolutions, et notamment, puisque pour que ce soit plus concret, notamment dans ma région, la question qui se pose, c'est l'automatisation, par exemple. L'automatisation, parce que à la fois, ça peut diminuer l'activité de certaines personnes. Donc la question se pose après, quel métier on peut leur faire. Donc, il y a un regard qui est fait sur la vitesse à laquelle on automatise. C'est-à-dire qu'on relie, si vous voulez, la gestion prévisionnelle de l'emploi, à quel endroit les gens vont partir, quel âge ils ont, etc., par rapport à la vitesse à laquelle on va dans l'automatisation, de façon à gérer, de façon souple, et dans l'intérêt des personnes, ce qui va se passer. Comment ça se déforme. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je voulais revenir aussi sur le choix, parce qu'on parlait de choix et de souffrance au travail. Certes, il y a des choix, mais il y a aussi des responsabilités. C'est-à-dire qu'on a aussi dans les entreprises une responsabilité. On parlait de RPS. Justement, par rapport à cette transformation des métiers, on est... redevable devant les organisations syndicales de à quelle vitesse on y va. Vous savez, quand on fait des évolutions technologiques, ça doit passer devant les instances, même si c'est en train d'évoluer. Mais voilà, il y a quand même des garde-fous qui existent. Moi, la semaine dernière, j'étais à une conférence sur l'intelligence artificielle organisée par une organisation syndicale, dans laquelle il y avait effectivement... des spécialistes de la data scientist, des spécialistes de l'intelligence artificielle, mais aussi un expert de la CNIL, parce qu'on a aujourd'hui aussi des garde-fous qui existent. Et d'ailleurs, l'expert de la CNIL, c'était intéressant, ce qu'il disait, c'est qu'il faut pas qu'on ait une boîte noire en face de nous, c'est-à-dire qu'il faut comprendre... Quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle, pour pouvoir, en tant qu'acteur de la société, comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit. Et il y a un autre point dont je voulais parler, c'est quand on parlait de responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend la médecine, pour exercer la médecine, il faut avoir un diplôme de médecin. Pour être juriste, il faut, faut faire du droit. Et il y a quand même cette question qui se pose quand on est face à une machine qui fait un certain nombre d'actes médicaux. Où est la responsabilité? La question, elle se pose aussi pour les assurances. Donc il y a toutes ces questions qui se posent aussi autour de ces sujets-là. Voilà. On va laisser répondre brièvement Aude. Voilà, merci. Ouais, alors en fait, moi je suis d'une nature plutôt optimiste, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, donc en fait, je vois pas du tout les choses vraiment en noir sur ça va faire disparaître plein d'emplois, etc. Après, il y a une vraie réalité terrain. Nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, on s'est rendu compte que les gens qui étaient réfractaires à l'IA, en tout cas dans notre entreprise, c'était souvent parce qu'ils ne connaissaient pas l'IA, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. C'était souvent par méconnaissance plus que par véritable conviction, parce qu'ils lisent les médias pour faire du buzz, souvent on va dire des trucs catastrophiques. C'est vrai que c'est aussi ce qu'ils peuvent voir. Donc en fait, on a des actions qu'on a appelées d'acculturation, qui s'appellent l'innovation, c'est l'innovation de point l'IA et moi, ou quelque chose comme ça, qu'on a travaillé avec des sociologues. Et en fait, je crois que c'est 2 fois par mois, on va même en région, et les salariés peuvent s'inscrire sur la base du volontariat. C'est une journée d'échange. Sur la première demi-journée, en fait, on explique avec des mots très simples ce que c'est que l'IA, les projets qu'on peut faire, etc., comment on le met en place chez EDF. Et toute l'après-midi est fait vraiment pour que chacun vide son sac en disant « Bah ouais, mais moi, ça me fait peur, parce que demain, j'ai l'impression que mon boulot, il va disparaître. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi ?» Et en fait, on s'est rendu compte que ces rencontres-là étaient vraiment extrêmement bénéfiques parce que
on peut en parler. Il y a des spécialistes qui sont là aussi pour écouter, pour pouvoir rebondir sur parfois des fausses idées que les gens peuvent avoir. Et puis après, nous aussi, ça nous permet de prendre le pouls côté terrain et de voir ce qui fait peur aujourd'hui. Et on adapte complètement aussi notre conduite du changement à ça. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de projets qui sont lancés. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne lance jamais un projet directement. On passe toujours par une phase d'expérimentation sur un panel d'utilisateurs restreint et on teste. Si on voit que c'est bien accepté, que la techno roule, après on ouvre. Et sur ces phases-là, on a plus d'une vingtaine de projets. On n'en a qu'un seul qui est en stand-by aujourd'hui. C'est-à-dire que pour tous les autres, en fait, on est passé à l'étape d'industrialisation. On en a un pour lequel les utilisateurs finaux nous ont dit on ne le sent pas trop. Et on le met en stand-by. Et le jour où ils seront prêts, le jour où peut-être, là, on va retravailler avec des ergonomes, retravailler sur le pourquoi est-ce que ça n'a pas été accepté. En fait, on retravaille là-dessus. Et quand ils seront prêts, on va retravailler le cadrage avec eux. Là, on ouvrira. Mais en fait, on ne met jamais de force. Merci. Alors, avant de clôturer, je voudrais Je ne vous ai pas averti parce que je viens de penser à ça. Donc ça va être très improvisé, mais j'espère que vous accepterez. De la même manière que nos participants ont associé un mot avec l'intelligence artificielle tout à l'heure, ce qui nous a permis de faire un nuage de mots, moi j'aimerais simplement conclure avec vous en vous demandant un mot. Alors vous n'êtes pas des béotiens, on le sait, mais quel est le mot qu'aujourd'hui vous associez à l'intelligence artificielle? Vous avez un mot chacun. On peut faire une phrase autour du mot ou Commencez. Allez-y, si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise, mais une phrase. Mais j'aimerais bien un mot. Je suis comme Aude, moi je suis très optimiste par rapport à l'intelligence artificielle, malgré ce que j'ai pu vous montrer. Et donc, pour moi, toute la logique informatique, numérique, a conduit à un vrai appauvrissement de la pensée, puisqu'elle nous a rentré dans une logique algorithmique, dans le si alors, qui est une logique pré-grecque, qui est avant le miracle grec, qui est une logique qui est de corrélation et non pas de causalité. Et j'ai espoir que l'intelligence artificielle, en rendant plus intelligente l'informatique et le numérique, sortent de cette logique et aillent vers ce nouveau miracle, et qui sera un miracle artificiel peut-être. Miracle artificiel, bon, vendu. Bernard. Alors, si je refais la distinction entre la connaissance artificielle, donc qui est vraiment le big data analytics, les corrélations, etc., et puis ce que j'appelle l'intelligence artificielle, donc la capacité non pas à prédire, mais à prospecter, à explorer le champ des possibles, pose-toi les bonnes questions, et à dire que finalement, l'empathie, c'est la dimension relationnelle de l'intelligence. J'ai envie d'associer à l'intelligence artificielle, au sens strict du mot intelligence, la notion d'empathie artificielle. Empathie artificielle. Résistance. Résistance. J'ai cru comprendre le message tout à l'heure, oui. Merci. Mesdames, Pascal et Aude. Moi, je dirais l'homme augmenté. L'homme augmenté. Moi, je dirais le premier, ce serait virage, et du coup, le deuxième, opportunité. Virage opportunité. Bon, on va rajouter ça à notre nuage de mots, où on en fait un spécial pour notre panel. En tout cas, je voulais vous dire un immense merci, parce que je pense que le fait qu'on puisse engager un dialogue comme ça, qu'on ait permis à nos gens de nous exprimer, bravo.